Bonsoir, nous sommes le 12 décembre, il est 18h, nouvelle édition en direct pour le 7-8 L'Actu, le journal de la rédaction de TV Fil, et nous parlerons ce soir de la réorganisation de ADS entre suppression de postes et également redéploiement des différents salariés sur les sites franciliens des Mureaux d'Elancourt. Nous parlerons de ce nouveau drive pour produits laitiers du côté de la ferme de Grignon à Plaisir, et puis il sera aussi question de cette mobilisation intersyndicale pour dénoncer la situation économique difficile de l'université yvelinoise. On débute avec cette image du jour, la grève dans les transports en commun à la SNCF. Le trafic est perturbé depuis mercredi soir pour les usagers en gare de Saint-Quentin. Suite à un mouvement de grève de la SNCF, la circulation est ralentie jusqu'à vendredi matin, 8 heures. Un train sur deux pour la ligne N, le RER C et les TER, et 3 trains sur 5 pour la ligne U. Les cheminots protestent contre la réforme ferroviaire présentée en octobre par la ministre chargée des Transports, Frédérique Cuvillier. Une réforme qui ouvrirait le rail français public à la concurrence du privé. Quelques réactions d'usagers ce matin en gare de Saint-Quentin en Yvelines. Disons que le train que je voulais prendre, il n'y en avait pas, donc j'ai dû prendre le suivant, et comme c'est toutes les demi-heures, je vais être à la bourre. Les grèves, c'est toujours pareil, donc on arrive en retard, on se fait engueuler, et puis voilà quoi. Oui, j'ai été retardé, j'ai pris une demi-heure par rapport à mon trajet habituel. On peut être solidaire, avec les gens qui font la grève, tout à fait, ouais. J'imagine s'ils le font, ils ont des raisons. J'ai attendu 20 minutes sur le quai, dans le froid, il fait très froid, j'étais gelée. C'est embêtant, surtout quand il fait très froid. Et dans le cadre de cette réforme qui fait craindre aux syndicats le pire, nous avons voulu savoir si cette idée, en tout cas de privatiser la SNCF, recevait un bon écho auprès de la population. Faut-il en tout cas ouvrir le rail à la concurrence pour les transports des voyageurs? Vos réponses au micro de Patrick Jacques de Dixmude. S'ils peuvent faire un meilleur service que la SNCF, pourquoi pas? Ce serait intéressant puisque ça permettrait de baisser les coûts, non? S'il y a plus de concurrence, forcément, ce serait intéressant pour nous, quoi. Peut-être pas pour eux, mais pour nous, ouais, je pense. Non, je pense que la SNCF est déjà bien installée. Donc pourquoi ramener de la concurrence? Je pense que c'est à la SNCF de s'occuper exclusivement, totalement des lignes, des rails, quoi. Je n'en sais foutre rien. Alors là, je vous dis franchement, non, je suis pas d'avis particulier. C'est difficile de répondre comme ça rapidement, oui ou non. Moi je pense que jusqu'à présent la SNCF a fait quand même pas mal de choses pour le déplacement des Français. Donc démanteler tout ça pour mettre soi-disant en place une concurrence qui ne va pas aller du tout dans le sens de favoriser les clients de la SNCF, mais plutôt dégager des marges supplémentaires pour ceux qui tirent les ficelles en haut. Moi je ne suis pas trop pour ce genre de réforme qui ne prend pas en compte aussi le bien-être aussi bien des clients que des salariés de l'entreprise. EADS veut augmenter les dividendes versés aux actionnaires. Une information rendue publique aujourd'hui jeudi, alors qu'en début de semaine, le groupe d'aéronautique et de défense annonçait la suppression de 5800 postes. De quoi faire grimper le titre au CAC 40. Il ne devrait pas y avoir de licenciement sec, selon le PDG de l'entreprise. Seulement des plans de départ volontaires, près d'1 millier en France, et surtout une réorganisation des services. Les sites franciliens des Mureaux et d'Elancourt sont appelés à devenir les pôles défense et espace du groupe. Réaction syndicale à cette situation au micro de Claire Cambier. C'est ça notre grand problème, parce que pour Cassilian, par exemple, quand on annonce 360, Cassilian en France, c'est environ 2500 personnes, mais dans une dizaine de structures juridiques différentes. Donc aujourd'hui, moi je suis représentant Cassilian SAS, je ne sais pas s'il est 360 chez Cassilian SAS ou si c'est dans nos filiales aussi. Donc aujourd'hui, on n'a aucun détail sur ça. On a eu un chiffre brut, 360 points. Qu'on regroupe des gens ici, ça peut être coûter moins cher en structure. Nous, déjà, on s'est installé à Elancourt. Avant, on était 8 sites en région Île-de-France. Donc, on a regroupé ici pour que ça coûte moins cher. Bon, visiblement, ça coûte toujours aussi cher et donc on veut encore regrouper d'autres gens. Oui, c'est vrai que louer des bâtiments à Suresnes, c'est peut-être plus cher qu'à Elancourt ou aux Mureaux. D'un autre côté, on veut faire déménager de gens de la banlieue nord de Paris jusqu'à Elancourt. Et là, en termes de transport pour les gens, ça ne va pas être très simple. Le réseau Plateau de Saint-Quentin en Yvelines a 2 ans, un réseau lancé par la Chambre de commerce pour mettre en relation des grands groupes qui deviennent des coacheurs et des PME qui sont, elles, coachées. 2 ans après, l'heure est donc au bilan. Catherine Zulato et Elodie Moine. Jean-François Bertin, en pleine discussion, il dirige un cabinet d'architectes avec 8 salariés.
Ceux avec qui il échange sont comme lui chefs d'entreprise. Leur particularité, avoir intégré pendant 2 ans le réseau Plateau, ou comment un salarié de grand groupe a coaché des dirigeants de PME et de TPE, et au bout des 2 ans, c'est une réussite. 70 PME du territoire de Saint-Quentin et des communes avoisinantes et 12 grandes entreprises ont participé au réseau. Nous avons réalisé une étude d'impact à la fin de ces 2 ans de programme et 88% des membres sont satisfaits à très satisfaits du programme et 96% estiment avoir renforcé leurs compétences managériales. Donc je pense qu'on peut dire que le bilan est positif. La réussite, c'est d'abord une méthode. Mailler grandes entreprises et PME autour de thèmes qui interpellent les ressources humaines, le développement commercial ou encore la gestion des finances. À nous de trouver des solutions avec la CCI. Alors, soit c'est de l'animation de réunion, soit c'est des intervenants qui sont spécialisés dans le sujet qu'on va adresser, soit c'est un panachage des deux, soit c'est de la mise en situation avec du co-développement. C'est plein de choses comme ça, plein d'outils. Quand ils sont en groupe comme ça, ils ont énormément de demandes. Donc derrière, si on en arrive en tant que cadre coach à faire sortir la demande et puis faire sortir la pratique associée, je dirais on a tout gagné. Jean-François Bertin reconnaît avoir beaucoup gagné à ces échanges. Il venait pour rompre, dit-il, la solitude du chef d'entreprise. Il a trouvé conseil et réconfort. Et les coachs des groupes arrivent avec une méthode, un raisonnement, un savoir qui leur est certainement transmis par leur staff et leur encadrement. Voilà, ça on l'intègre, on le digère, on essaye de le reporter à notre entreprise. J'ai trouvé plus que mon bonheur. D'abord j'ai trouvé beaucoup de réponses et beaucoup de cheminement, et puis j'ai trouvé plein de copains. Parce qu'en fait, le groupe se soude, l'alchimie a bien pris entre les différents chefs d'entreprise. Et voilà, j'ai trouvé des gens qui avaient les mêmes problématiques que moi. Et puis il y a le côté, le gros apporte et le petit apporte au gros et le gros apporte au petit. Et ça, c'est très intéressant, quoi. C'est très enrichissant d'un point de vue personnel. C'est cette découverte. Ça te donne même envie d'entreprendre à plus petite échelle. Un vrai coup de cœur, décidément. Après 2 ans, le réseau Plateau de Saint-Quentin en Yvelines va s'agrandir au-delà du département. À la mi-2014, il accueillera aussi les entreprises du territoire de Paris-Saclay. Économie toujours, la ferme de Grignon a lancé son premier drive laitier. C'est le premier de France. Les livraisons ont lieu chaque vendredi. Le but, aller à la rencontre des clients. Nous sommes allés voir comment cela fonctionnait. Antoine fait partie des premiers clients de ce drive laitier. Vendredi dernier, il venait chercher ses produits laitiers sur ce bord de route après avoir passé commande sur le site internet de la ferme de Grignon. Cette ferme expérimentale tente ici une initiative originale, apporter des produits frais directement à leurs clients. Ce camion frigorifique s'est installé au croisement des routes départementales en contrebas de la ferme. On s'est rendu compte qu'il y avait plus de 26 000 voitures qui passaient devant la ferme et qui s'arrêtaient pas forcément à notre boutique. On s'est rendu compte que souvent les gens sont sur des trajets domicile-travail, ils rentrent chez eux, ils n'ont pas forcément le temps de venir dans la ferme, de s'arrêter, d'aller voir la boutique, de faire la queue. Et souvent il y a des enfants dans la voiture, sortir les enfants, ça prend du temps. Voilà. Donc on a voulu faire un service, offrir un service à ces gens-là pour que ce soit plus rapide. Pour cette première en France, une vingtaine de personnes a passé commande, les produits phares, yaourts et faisselle. Les livraisons s'effectuent pour le moment tous les vendredis de 16h à 20h. Si le concept fonctionne, les points de livraison pourraient se multiplier et l'offre s'élargir. Des bières artisanales au Quai-7 d'Agneau. On passe à l'entretien de cette édition. Je reçois donc 2 invités. Jérôme Dovio, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, représentant du syndicat SNESUP. Et puis également, face à vous, Pauline Forest, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'UNEF à Saint-Quentin en Yvelines. Personnel, enseignants et étudiants de votre établissement qui sont réunis en intersyndical, mobilisés ce jeudi devant le rectorat à Versailles. Gel des emplois, plus globalement politique d'austérité, c'est ce que vous craignez en raison de ce déficit affiché de 4 millions d'euros. Quel est le bilan de cette mobilisation, de cette matinée d'action, chacun d'entre vous? Déjà, il y avait un nombre relativement conséquent, je pense, d'étudiants et de personnel qui sont venus devant le rectorat. Nous avons été reçus.
Nous avons donc pu porter à la fois nos inquiétudes et nos revendications et engager directement les représentants de l'intersyndicale et du syndicat étudiant, UNEF. On voit les images, il y avait environ une centaine de manifestants, de personnes mobilisées. Oui, c'est ce que vous attendiez? Oui, c'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on attendait, tout à fait. Voilà. Après, on a eu un échange intéressant, disons, avec le rectorat, mais l'incertitude reste entière. Et je ne crois pas qu'on ait eu matière à être rassuré sur ce qui nous attend en 2014. Échange qui a duré à peu près 1h30 justement au rectorat ce matin. On va y revenir dans un instant. Nous verrons le reportage que nous avons consacré à cette mobilisation. Auparavant, j'aimerais vous entendre sur le bilan que vous pouvez tirer de cette première mobilisation intersyndicale. C'est un bilan très satisfaisant parce que, comme l'a souligné mon collègue, les étudiants en tout cas étaient présents aux côtés des personnels pour faire entendre leur voix. Le but c'était vraiment de souligner que les étudiants sont inquiets pour l'avenir de leur formation dans le contexte difficile qu'on traverse. Donc c'est important que simplement les décisions qui seront prises à l'avenir ne se fassent pas sans les étudiants. Puisque voilà, nous sommes les usagers de cette université et nous sommes intéressés pour l'avenir de nos formations. Ça nous concerne tous. Une manifestation locale qui en appelle une autre au niveau national, journée de mobilisation nationale pour s'opposer au budget d'austérité des établissements. Ce sera demain, on va aussi en parler avec nos invités, mais déjà les images donc de cette opération ce matin à Versailles. Le personnel ne verront pas l'austérité. Une centaine de personnes rassemblées ce jeudi devant le rectorat. Ils sont étudiants, enseignants ou personnels de l'université de Versailles-Saint-Quentin, unis sous une bannière intersyndicale. Leur inquiétude, l'université affiche un déficit de 4 millions d'euros et cela pourrait avoir des répercussions sur leurs conditions de travail. Depuis le début de l'année, il y a des restrictions budgétaires qui sont faites sur l'ensemble des composantes de l'UVSQ. Concrètement, c'est 20% de restrictions par composante. Et donc ça se traduit par exemple, la DVE qui n'a plus les moyens de faire des photocopies pour les étudiants. Ça se traduit par des heures de TD qui sont supprimées, des heures de TD qui sont transférées en cours magistraux dans des amphis bondés. Et c'est 50% d'échecs aujourd'hui en première année de licence à l'UVSQ parce que justement l'UVSQ et l'État ne mettent pas les moyens suffisants pour la réussite de tous. Des formations qui sont menacées, notamment la filière STAPS, pour laquelle on supprime un parcours de licence, alors même qu'il y a des étudiants. Tout ce qui fait le fonctionnement de l'université, c'est-à-dire les personnels et les formations, sont sacrifiés pour résoudre les problèmes de déficit qui sont liés donc, à la signature de 2 partenariats publics très coûteux, mais aussi et surtout à une absence de financement à hauteur des besoins de l'université. Les syndicats réclament par exemple que pour chaque diplôme soit affecté un nombre de postes précis et inscrits dans une loi. Une délégation a été reçue pendant 1h30 par les services du rectorat. Ils n'ont pas obtenu de réponse à leurs inquiétudes car la notification budgétaire allouée à l'université pour 2014 n'est pas encore connue. Si déjà le budget n'est pas de 4 millions plus élevé par rapport à l'année dernière, c'est de toute façon impossible. Mais après, il faut discuter sur ce sont les besoins réels de l'université pour qu'elle continue à fonctionner sur des bases qui sont des bases normales. Le rectorat a reconnu, a indiqué ne pas vouloir abandonner l'université, que l'UVSQ était une université de réussite. Nous attendons maintenant, comme le disait une ancienne ministre, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Nous attendons les preuves d'amour de la part du ministère qui permettront de poursuivre cette politique ambitieuse, notamment autour de la réussite des étudiants. La prochaine étape, c'est la tenue mardi 17 décembre du conseil d'administration de l'université qui va statuer sur le budget 2014. L'intersyndicale fera de nouveau entendre sa voix. On vient de voir le résumé de cette matinée d'action. On a entendu notamment au tout début du sujet, le personnel ne paiera pas l'austérité. C'est votre crainte aujourd'hui? Est-ce que ça se traduit déjà au quotidien? Oui, il faut bien comprendre que à l'UVSQ, comme dans beaucoup d'autres établissements, l'austérité, elle est déjà à l'œuvre. Ça a été dit dans le reportage, notamment par l'étudiant de l'UNEF. Nous avons gelé des postes, nous avons effectivement fermé des TD, nous avons fermé des tutorats, nous avons donc pris des mesures de restriction budgétaire qui ont un impact direct sur les conditions d'études et les conditions de travail des personnels. Ça, c'est certain. Ce que nous a dit le rectorat, au fond, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Sur les 4 millions qui sont devenus plutôt 5 millions d'ailleurs, nous avons 800 000 euros qui a été effectivement affecté à l'université pour payer ses factures au sens strict. Et nous avons donc encore ces 4 millions qui sont
des engagements que nous avons pris, que nous devons évidemment honorer, et qui sont reportés sur 2014. Donc la question reste entière, sachant que, et là-dessus la contrôleuse budgétaire du rectorat a été très claire, hein, la personne qui nous a reçus, le budget 2014 ne pourra en aucun cas être à l'équilibre, ce qui est une obligation pour les établissements d'enseignement supérieur. Donc la balle est clairement dans le camp du ministère. Que fait-on pour l'UVSQ et pour la quinzaine ou peut-être même vingtaine d'établissements qui seront en déficit à la fin de l'année? L'université effectivement de Versailles-Saint-Quentin n'est pas le seul établissement du supérieur dans cette situation. En tant qu'étudiante, ces étudiants, est-ce que sur le terrain, ils ont des conditions aujourd'hui qui sont plus difficiles pour étudier au quotidien, pour travailler? Bien entendu, quand la direction choisit de répercuter les restrictions budgétaires auxquelles on fait face sur les conditions d'études des étudiants, c'est évident que ça impacte sur leur réussite. Surtout qu'à l'heure actuelle, il y a quand même, le taux d'échec en licence, c'est un étudiant sur deux qui n'arrive pas à valider sa première année. Et quand on supprime des cours, quand on choisit de, en effet, supprimer les tutorats, ça, c'est des étudiants qui réussissent moins. Et ça va dans le sens inverse de la mission de service public qui est censée remplir l'université. Par ailleurs, il faut savoir que les restrictions, elles pèsent pas que sur la réussite des étudiants, mais elles pèsent aussi sur leur situation sociale. Parce que quand on a justement la direction de la vie étudiante qui ne délivre plus de photocopies, ou quand on demande à l'UFR de santé de faire payer aux étudiants leur polycopier de cours, concrètement, c'est des dépenses auxquelles les étudiants, pour certains, ne peuvent pas faire face. Et en tout cas, c'est des dépenses qui s'ajoutent à toutes celles auxquelles on a à faire face toute l'année. Donc c'est clairement pas acceptable. J'aimerais revenir sur les raisons de cette situation. 4 millions d'euros de déficit pour cette année. Comment ça s'explique ? Deux explications principales. Hein. La première, je pense, c'est bien sûr le sous-financement chronique des universités, puisque, encore une fois, l'UVSQ n'est pas le seul établissement dans cette situation, qu'on explique par le passage aux responsabilités et compétences élargies. Ça veut dire que les universités ont au jour d'aujourd'hui la responsabilité, la compétence et l'obligation de gérer la pénurie que nous propose le ministère. Donc ça, c'est le premier élément. L'élément second pour l'UVSQ, c'est bien sûr notamment la signature de ces fameux PPP, partenariat public-privé, qui commence à être un peu connu par l'actualité. Et notamment de la faculté de médecine. Voilà, la faculté de médecine et surtout un deuxième PPP, Cofeli, pour l'entretien des bâtiments. Sur ce point précis, nos revendications sont quand même très claires et très précises et immédiates, c'est la sortie de ces PPP. Pour Cofeli, a priori, une renégociation est en cours. Nous avons eu l'assurance, et j'espère que ce sera suivi des faits, que le rectorat, le ministère, nous soutiendra et nous apportera son aide, y compris technique et d'expertise, pour sortir l'UVSQ de ce partenariat public-privé qui nous coûte énormément d'argent, pour un résultat d'ailleurs qui n'est pas du tout satisfaisant. Je crois que tout le monde s'en rend compte. Voilà. Donc Erreur de gestion répétée, déclaration budgétaire non sincère, ce sont des accusations plutôt graves de la ministre de l'Enseignement supérieur à l'encontre de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, Geneviève Forasso. Donc je répète, erreur de gestion répétée, déclaration budgétaire non sincère. Vous approuvez ces déclarations? Vous pensez que c'est le cas? Oui, nous ne sommes pas contrôleurs budgétaires, nous n'étions pas présents comme contrôleurs budgétaires, comme le rectorat, dans le conseil d'administration depuis des années, donc qui était présent au moment où ces choses-là sont faites. Que les choses sont exposées aujourd'hui, vous imaginez que c'est envisageable? Ce sont des accusations graves qui sont... Oui, alors ce sont des accusations, soyons clairs, qui portent sur la période qui suit le passage aux responsabilités et compétences élargies. C'est-à-dire, c'est la période, en gros, 2010-2012. C'est donc l'ancienne présidence qui est visée dans ces accusations. L'ancienne présidente, oui, nous l'avons dénoncé de toute façon pendant son mandat, ces erreurs de gestion et ces choix politiques qu'on estimait extrêmement dangereux pour l'établissement. Malheureusement, nous avons eu raison, on le voit aujourd'hui. La question quand même que je souhaite poser, la ministre a des mots très durs envers l'ancienne présidente, mais jusqu'à preuve du contraire, cette ancienne présidente est toujours sa représentante, puisqu'elle est rectrice de l'Académie de Dijon. Elle était nommée rectrice, effectivement. Nous n'avons pas vocation à quoi que ce soit. Nous n'avons pas les dossiers précis, c'est le ministère et le rectorat qui tirent toutes les conséquences sur ce qui s'est passé précisément dans cette période-là. Nous, ce qui nous importe, c'est l'avenir. Justement, l'avenir, il va falloir de toute façon faire des économies, quoi qu'il en soit. On va donner la parole aussi pour l'UNEF. Est-ce que vous imaginez du côté de l'UNEF devoir que l'université soit obligée de faire des économies? Non, justement, à mon sens, de toute façon, la direction de l'université a clairement déclaré que, en effet, c'était de nouvelles restrictions qui nous attendaient. Or,
à mon sens, c'est justement ces restrictions qu'il faut remettre en cause, parce que de toute façon, on ne peut pas d'un côté dénoncer le sous-financement de l'État et de l'autre, finalement, justement, faire avec ce qu'on nous donne et finalement imposer de nouvelles restrictions budgétaires qui vont se répercuter sur les conditions d'études des étudiants, sur les conditions de travail, qui peuvent se traduire par de nouvelles suppressions de cours, peut-être déjà des salaires, je ne sais pas. Mais toujours est-il que il faut au contraire que l'université prenne ses responsabilités, dise que oui, en effet, ça va mal, et du coup, exiger un financement plus important de la part de l'État, une dotation plus importante, et surtout aller vers justement la sanctuarisation des formations, la sanctuarisation surtout des formations de premier cycle, puisque c'est comme ça qu'on arrivera à maintenir justement la mission de service public qui revient à l'université, donc s'assurer que les cours soient maintenus, que nos conditions de travail puissent redevenir celles qu'elles étaient, qu'on puisse récupérer nos cours, enseigner qu'on ait des enseignements délivrés dans de bonnes conditions. Et ça ne peut pas passer par de nouvelles restrictions budgétaires. Donc il va falloir que l'État donne plus d'argent. C'est ce que vous nous dites en substance depuis tout à l'heure finalement. Ça veut dire qu'il faut revenir totalement sur cette loi d'autonomie des universités ? Non seulement il faut revenir sur cette loi d'autonomie, les RCE, je ne vois pas qui peut aujourd'hui les défendre. Encore une fois, on nous avait vendu comme un dispositif qui permettrait aux établissements de développer leur activité. Résultat, il y a un quart des universités qui sont... notamment avec les autres universités européennes et internationales. On voit bien qu'en période difficile, c'est les universités qui doivent faire des économies sur ce qui est le cœur de leur mission. Donc bien sûr, il faut mettre en cause les RCE, mais il y a aussi des choix budgétaires évidents. Là-dessus, je veux bien qu'on tire à boulet rouge, la ministre tire à boulet rouge sur l'ancienne présidente. Après tout, c'est encore une fois à elle de régler ces questions-là. Mais on a quand même envie aussi de mettre un peu la ministre devant ses responsabilités. Le crédit impôt recherche, c'est 6 milliards en 2014. Le crédit impôt recherche, c'est 6 milliards. Ça coûte 6 milliards au budget de l'État. La Cour des comptes reconnaît que c'est une relative inefficacité. Vous prendrez 15% de ce montant, vous le donnez aux universités, il n'y a plus de problème de dotation budgétaire. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il faut même pas augmenter le budget de l'État. Il y a quand même des choix qui sont faits dans le budget contraint de l'État qui est de 2014 qui plongent de facto les universités dans des situations difficiles. Là, c'est très précis. 17 universités déficitaires en 2012, il devrait y en avoir 19 pour 2013. Au moins 5 universités devraient afficher 2 années successives de déficit également. Donc ça ne concerne pas que l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. C'est pour cela qu'il y aura une manifestation avec les différents établissements universitaires. Ce sera demain à partir de 14h30 à Paris, à partir de Jussieu. Vous y serez présent? Non, c'était cet après-midi. C'était cet après-midi, pardon. Nous avons appelé, effectivement, il y avait une délégation qui était présente à cette manifestation. Oui, tout à fait. Et il y aura également le 17 décembre, et là j'ai la bonne date, le conseil d'administration pour l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines pour statuer sur le budget 2014. Nous aurons donc l'occasion d'en reparler de cette situation financière. Merci à tous les deux. On termine avec de la politique. Nouveau rendez-vous pour les électeurs avec l'équipe municipale de Manille-les-Hameaux. L'occasion pour le maire de faire un état des lieux avec les habitants de sa commune sur place Olivier Maniscalco. Une nouvelle réunion publique se tenait mercredi soir au centre Blaise Pascal de Manille-les-Hameaux entre le maire socialiste Bertrand Houillon et les habitants de la commune. L'occasion de faire un bilan du mandat écoulé avant les municipales de mars 2014. L'occasion également de réfléchir aux axes du prochain programme. D'abord, on partage notre bilan qui nous permet de faire un état des lieux avec les habitants, qui leur permet aussi de pouvoir nous apporter leur contribution. Et nous présenterons notre programme, notre projet, bien entendu, avant les élections dans le premier trimestre 2014. Nos axes sont en premier la famille et les services aux habitants. Dans les services aux habitants, ça concerne l'ensemble du parcours de la vie. Et dans le parcours de la vie, il y a le parcours résidentiel, mais aussi des services liés à l'ensemble de la famille, petite enfance, enfance, jeunesse, seniors. Il faut que toutes les personnes, tous les habitants de notre commune puissent bien vivre tous ensemble à Manille-les-Hameaux. Une trentaine de personnes étaient présentes pour participer au débat. En mars prochain, Bertrand Houillon sera notamment confronté dans les urnes à Aurore Berger, la candidate UMP. Une candidate que Jacques Lolioz, l'ancien maire de la commune, n'épargne pas. C'est une femme d'appareil, tout simplement, et que ça me navre. J'aurais préféré que l'UMP choisisse quelqu'un sur Manille-les-Hameaux qui a la connaissance de la commune, qui ne vient pas ici uniquement pour faire une carrière politicienne. Cette réunion publique clôturait les rencontres citoyennes organisées par l'équipe municipale. Le prochain rendez-vous avec les Manicois du maire candidat Bertrand Houillon se tiendra en janvier.
Le journal qui revient donc demain à 18h, le point sur l'information du jour et puis comme chaque vendredi, retour également sur l'essentiel de la semaine écoulée. Ce jeudi soir sur TV Fil 78, vous avez rendez-vous avec Claire Cambier pour Fil Éco, le magazine économique de la rédaction. Très bonne soirée.